Première partie, le vieux boucanier. Boucanier, aventurier, pirate des Antilles, des Caraïbes. Chapitre 1er, à l'amiral Benbow. C'est en cette année 17 que je prends la plume pour coucher par écrit tout ce que je sais sur l'île au trésor. Tout, sauf la position de l'île, parce qu'il y reste encore une partie du trésor. J'ouvre mon récit à l'époque où mon père tenait l'auberge de l'amiral Benbow, le jour où un vieux marin basané à la figure balafrée vint prendre logement sous notre toit. Je le revois comme si c'était hier, arrivant d'un pas lourd à la porte de l'auberge, suivi de son coffre de matelot traîné sur une brouette. C'était un homme grand, gros et fort. Sa queue de cheveux goudronnés balayait les épaules de son habit bien crasseux. Il avait les mains rongées de cicatrices, les ongles noirs et cassés, et sur la joue une balafre de coups de sabre. Je le revois considérer la crique tout en sifflotant, puis de sa vieille voix chevrotante, il entonna cette vieille complainte de matelot qu'il devait chanter si souvent par la suite. À 15 hommes sur le coffre du mort, wow, 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 et une bouteille de rhum. Puis, avec un petit bâton qu'il tenait à la main, il cogna à la porte et, quand mon père parut, lui commanda brutalement un verre de rhum. Celui-ci servi, il le but lentement et les dégusta en connaisseur, sans cesser de regarder autour de lui les falaises et au-dessus de sa tête notre enseigne. « Voilà un estaminet convenable, dit-il enfin. Dites, camarade, il y vient beaucoup de monde ?» Mon père lui répondit négativement. Très peu de monde, si peu que c'en était désolant. « Eh bien donc, dit-il, je jette l'ancre. Eh matelot !» cria-t-il à l'homme qui roulait la brouette derrière lui. « Accoste et monte mon coffre. Je resterai ici un bout de temps, continua-t-il. Je ne suis pas difficile, du rhum et des œufs au lard, c'est tout ce qu'il me faut. Comment vous allez m'appeler ? Vous allez m'appeler capitaine. Ah, je vois ce qui vous tracasse. Tenez. Et il jeta sur le comptoir 3 ou 4 pièces d'or. Vous me direz quand j'aurai tout dépensé. Malgré ses mauvais habits et son langage grossier, il n'avait pas du tout l'air d'un simple homme d'équipage. On l'aurait plutôt pris pour un second ou un capitaine qui a l'habitude de frapper ceux qui ne lui obéissent pas. Il parlait d'ordinaire très peu. Toute la journée, il rôdait autour de la crique ou sur les falaises avec une lorgnette de cuivre. Toute la soirée, il restait dans un coin de la salle près du feu à boire des grogs au rhum très fort. La plupart du temps, quand on lui parlait, il s'abstenait de répondre et vous lançait brusquement un regard féroce en soufflant du nez comme une corne d'alarme. Aussi, nous apprîmes vite à le laisser tranquille. Chaque jour, en revenant de sa promenade, il demandait s'il était passé quelques gens de mer sur la route. Tout d'abord, nous pensâmes que c'était le manque de compagnie de ses pareils qui lui faisait poser cette question. Mais nous finîmes par nous apercevoir qu'il était désireux de les éviter. Quand un marin s'arrêtait à l'amiral Benbow, il l'examinait par le rideau de la porte avant d'entrer dans la salle. Mais pour moi, il n'y avait pas de mystère dans cette conduite, car je participais d'une façon assez crainte. Me prenant à part, un jour, il m'avait promis une pièce de 4 pence d'argent, le premier de chaque mois, si je voulais ouvrir l'œil à un homme de mer à une jambe, et l'avertir dès qu'il apparaîtrait. J'ai à peine besoin de vous dire combien ce personnage hantait mes rêves. Par les nuits de tempête où le vent secouait les 4 coins de la maison, et où les lames déferlaient en grondant sur la plage et contre les falaises, je le voyais sous 1000 formes et avec 1000 expressions diaboliques. Tantôt la jambe était coupée au genou, tantôt à la hanche, ou bien c'était un être monstrueux qui n'avait jamais eu qu'une seule jambe, et cela au milieu de son corps. En bref, je payais bien cher ma pièce de 4 pence sous la forme de ces abominables imaginations. Mais tout terrifié que j'étais, par l'idée de l'homme de mer à une jambe, j'avais beaucoup moins peur du capitaine lui-même que n'importe quel autre qui le connaissait. Il y avait des soirs où il prenait plus de rhum qu'il n'en pouvait supporter, et alors il lui arrivait parfois de rester chanter ses sinistres vieilles complaintes de matelot, sans souci de personne. D'autres fois, il forçait toute l'assistance, apeurée, à écouter ses histoires. Car ce qui effrayait le monde plus que tout, c'étaient ces histoires effroyables où ce n'était que pendaisons, noyades et tempêtes en mer. À l'entendre, il devait avoir vécu au milieu des pires bandits que Dieu laisse jamais naviguer. Et le langage qu'il employait dans ses récits scandalisait nos honnêtes campagnards autant que les crimes qu'il racontait. Cependant, des semaines s'écoulèrent, puis des mois, et il ne s'en allait toujours pas. L'argent était depuis longtemps épuisé et, malgré cela, mon père ne trouvait jamais l'audace de lui en réclamer davantage. S'il lui arrivait d'en parler, le capitaine soufflait du nez avec la violence d'un rugissement et d'un regard foudroyant chassait mon pauvre père de la salle. Je l'ai vu se tordre les mains après un tel échec, et je suis certain que la peine et l'effroi où il vivait hâtèrent beaucoup sa mort triste et prématurée. Aussi longtemps qu'il vécut parmi nous,
Le seul changement que le capitaine fit à sa garde-robe fut d'acheter quelques paires de bas et un colporteur. L'une des pointes de son tricorde s'étant cassée, il la laissa pendre désormais, bien que ce fût très gênant lorsqu'il ventait. Et son habit, qu'il raccommodait lui-même dans sa chambre du premier, n'était plus que pièce. Jamais il n'écrivait ni ne recevait de lettres, et il ne parlait à quiconque, si ce n'est aux gens du voisinage. Son grand coffre de marin, personne d'entre nous ne l'avait jamais vu ouvert. On ne le brava qu'une fois, et ce fut vers la fin, quand mon pauvre père était déjà gravement atteint de la maladie qui l'emporta. Le docteur Livesey, venu tard dans l'après-midi pour visiter son patient, accepta de ma mère un morceau à manger. Il passa dans la salle pour fumer une pipe. Je l'y rejoignis et je me rappelle encore du contraste frappant entre le docteur, bien vêtu et distingué, sa perruque poudrée à blanc, et notre crasseux et mastoc épouvantail de pirate. Soudain, le capitaine se mit à entonner son éternel refrain. « Ah, 15 hommes sur le coffre du mort, wow, 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 et une bouteille de rhum. » Je remarquai que la chanson produisait sur le docteur Livesey un effet des moins plaisants, car il leva les yeux un instant avec une vraie colère avant de continuer à entretenir le vieux Taylor, le jardinier, d'un nouveau traitement pour les rhumatismes. Cependant, le capitaine s'excitait de plus en plus à sa propre musique, et à la fin il claqua de la main sur la table pour réclamer, comme nous le savions tous, le silence. Instantanément, chacun se tut, sauf le docteur Livesey qui continuait à parler en tirant allègrement sur sa pipe tous les 2 ou 3 mots. « Silence, là-bas !» s'écria le capitaine. « C'est à moi que vous en avez, monsieur ?» fit le docteur. « Je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est que si vous continuez à boire du rhum, le monde sera bientôt débarrassé d'un très ignoble scélérat. » La fureur du vieil individu fut terrible. Il se leva d'un bond, tira et ouvrit son couteau de marin, et le balançant tout ouvert sur la paume de sa main, menaça de clouer au mur le docteur. Celui-ci ne broncha même pas. Il lui parla comme précédemment, du même ton, un peu plus haut pour que toute la salle pût entendre, mais parfaitement calme et assuré. « Si vous ne remettez pas à l'instant même ce couteau dans votre poche, je vous jure sur mon honneur que vous serez pendu aux prochaines assises. » Ils se mesurèrent du regard, mais le capitaine céda bientôt, rangea son arme et reprit son siège en grognant comme un chien battu. « Je ne suis pas seulement docteur, je suis aussi magistrat, et si j'entends la moindre plainte contre vous, je prendrai des mesures efficaces pour vous faire arrêter et chasser d'ici. Vous voilà averti. » Peu après, on amenait à la porte le cheval du docteur Livesey, et celui-ci s'éloigna. Mais le capitaine se tint tranquille pour ce soir-là, et pour beaucoup d'autres ensuite.